Jean saisit Emmanuel par le col et haussa le ton. Où est mon terrain? J'ai travaillé 7 ans en Europe comme éboueur pour pouvoir le payer. J'ai dormi par terre en plein hiver, j'ai mangé des restes. Et toi mon propre frère, tu oses me trahir? Il marqua une pause avant de poursuivre. Tu étais au courant de tout, tu savais combien je souffrais, en Europe, loin de mes amis, de mes connaissances. Et pourtant tu n'as pas hésité à me planter un couteau dans le dos. Jean et Emmanuel n'avaient connu que la rue. Dès leur plus jeune âge, ils avaient appris à survivre dans un monde impitoyable où chaque jour était une lutte. Leurs parents, morts trop tôt, n'avaient laissé derrière eux que 2 orphelins livrés à eux-mêmes. Jean, le plus jeune, grand et courageux, s'accrochait à son frère comme à un roc. Emmanuel, l'aîné, plus rusé, savait comment s'adapter pour trouver de quoi manger. Il dormait sous les ponts, dans les marchés fermés la nuit, ou parfois dans des bâtiments abandonnés. Le jour, il lavait des pare-brises au feu rouge, mendiait, ou faisait de petits travaux en échange d'une assiette de riz. Il se battait contre la faim, le froid et la violence des rues. Pourtant, malgré tout, il ne se lâchait jamais. Jean rêvait d'une vie meilleure. Il voulait étudier, travailler honnêtement, bâtir quelque chose de solide. Mais la misère ne lui laissait aucun répit. Emmanuel, lui, s'était peu à peu habitué à cette existence rude. Il avait compris que pour s'en sortir, il fallait parfois tricher, tromper, prendre ce qu'on ne vous donnait pas. Les années passèrent, et Jean finit par comprendre que rester à Abidjan ne lui offrirait jamais l'avenir dont il rêvait. À 27 ans, il prit une décision radicale, il allait partir. Il allait tenter le tout pour rejoindre l'Europe. Jean se lança dans l'un des voyages les plus périlleux de sa vie. Il traversa plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, affrontant la chaleur écrasante du désert, les passeurs sans scrupules et la peur constante d'être arrêté. Il arriva en Libye, un enfer à ciel ouvert où les migrants étaient traités comme du bétail. Pendant des mois, il vécut dans des conditions inhumaines, attendant son tour pour tenter la traversée. Une nuit sans lune, il embarqua enfin sur une pirogue surchargée. Le voyage fut cauchemardesque. L'eau s'infiltrait dans l'embarcation, les cris des autres migrants se mêlaient aux vagues, et l'ombre de la mort planait sur eux. Mais par miracle, Jean survécut. Il atteignit l'Italie, puis se fraya un chemin jusqu'à la France, la terre où il voulait reconstruire sa vie. La réalité l'attendait de pied ferme. En situation irrégulière, il enchaîna les petits boulots ingrats que personne ne voulait faire. Plongeur dans un restaurant, serveur mal payé, ouvrier de nuit. Il dormit sous les ponts, dans des foyers insalubres, endura le froid mordant des hivers européens. Mais il tenait beau. Chaque euro économisé était un pas de plus vers son rêve. Gagner assez d'argent pour offrir une vie décente à son frère resté en Côte d'Ivoire. Malgré les années et la distance, il n'avait jamais oublié Emmanuel. Lorsqu'il réussit enfin à mettre de côté une somme conséquente, il appela son frère. « Emmanuel, j'ai enfin assez d'argent pour acheter un terrain à Abidjan. Je veux que tu t'en occupes pour moi. » De l'autre côté du téléphone, Emmanuel sourit. « Ne t'inquiète pas, Jean. Je vais tout gérer. » Jean ne savait pas qu'il venait de signer son arrêt de mort. Les semaines passèrent, et Emmanuel joua parfaitement son rôle de grand frère dévoué. Il envoya à Jean des photos d'un prétendu terrain, accompagnées de documents falsifiés avec des signatures imitant celles du maire et des autorités traditionnelles. « Tout est en ordre », assurait-il à chaque appel. « Tu as fait le bon choix en me confiant cette affaire. » Jean, épuisé par ses années de labeur, voulait y croire. Il s'imaginait déjà revenir en Côte d'Ivoire, construire une maison sur son terrain et fonder une famille. Alors, quand Emmanuel lui demanda plus d'argent, avançant des frais administratifs imprévus, il envoya sans hésiter. « C'est le dernier transfert, après ça, tout sera réglé », promettait Emmanuel. Mais le dernier transfert fut suivi d'un autre. Puis encore d'un autre. À chaque fois, une nouvelle excuse, un nouveau prétexte. Jean ne se doutait de rien. Il voulait juste que tout soit parfait avant son retour. Un soir, alors qu'il venait de terminer sa journée sous une pluie battante, trempé jusqu'aux os après son service d'éboueur, il sentit une colère sourde monter en lui. Cela faisait trop longtemps qu'Emmanuel reportait les choses. Il décida alors de rentrer en Côte d'Ivoire, sans prévenir. Le lendemain, il acheta un billet d'avion. L'heure des comptes avait sonné. L'avion atterrit à Abidjan sous un soleil de plomb. Jean descendit avec une émotion étrange, un mélange de nostalgie et d'excitation. Il était chez lui. Après cette année de sacrifice, il allait enfin voir le fruit de son travail. Sans perdre de temps, il prit un taxi et se rendit directement chez Emmanuel. Ce dernier ne s'attendait pas à le voir si tôt. Lorsqu'il ouvrit la porte et découvrit son frère sur le seuil, une vague de panique le traversa. Mais il se ressaisit aussitôt et afficha un sourire forcé. « Jean, tu ne m'as même pas prévenu. » Jean lui offrit une accolade sincère.
sans remarquer la raideur dans le corps de son frère. Je voulais te faire une surprise, répondit-il. Mais surtout, je veux voir mon terrain des deux mains. Emmanuel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Frère, tu viens juste d'arriver. Repose-toi d'abord. On ira plus tard, tenta-t-il de temporiser. Mais Jean secoua la tête. Non. Je veux voir mon terrain. Un silence pesant s'installa. Emmanuel baissa les yeux, évitant le regard perçant de son frère. Jean sentit son cœur se serrer. Emmanuel, dis-moi la vérité. Son frère ne répondit pas. L'incompréhension fit place à la colère. Jean attrapa Emmanuel par le col et le plaqua contre le mur. Où est mon terrain? Rugit-il. L'aîné resta muet, incapable de soutenir son regard. J'ai travaillé comme un chien en Europe. J'ai ramassé les ordures des autres, j'ai dormi dehors, j'ai souffert. Et toi, mon propre frère, tu m'as trahi. Jean relâcha Emmanuel avec dégoût. Cette histoire est loin d'être terminée. Je vais porter plainte contre toi. Puis il tourna les talons et sortit de la maison. Emmanuel resta figé quelques instants, le souffle court. Il venait de perdre le contrôle de la situation. Et il ne pouvait pas se le permettre. Emmanuel savait que Jean ne plaisantait pas. S'il allait à la police, tout serait fini pour lui. Il devait agir, et vite. Dès que son frère quitta la maison, il attrapa son téléphone et composa un numéro. « C'est moi, dit-il d'une voix tendue. J'ai un problème. »« Quel genre de problème ?» répondit une voix grave à l'autre bout du fil. « Mon frère veut me dénoncer. Il faut l'empêcher de parler. » Un silence s'installa. Puis l'homme répondit calmement. « Combien tu mets sur la table ?» Emmanuel serra les dents. « Tout ce que vous voulez, du moment que ça ressemble à un accident. » Un ricanement lui répondit. « Considère que c'est réglé. » Il raccrocha et s'affala sur son lit, le regard vide. Son cœur battait à tout rompre, mais il se força à respirer profondément. C'était la seule solution. 2 jours plus tard, Jean marchait dans une rue animée d'Abidjan. Il était préoccupé, perdu dans ses pensées. L'idée de porter plainte contre son frère lui pesait. Il aurait voulu régler ça autrement, mais Emmanuel ne lui laissait pas le choix. Il s'arrêta au bord du trottoir et attendit que le feu passe au rouge pour traverser. Les voitures ralentirent, s'immobilisèrent. Il fit un pas sur la chaussée. C'est alors qu'un véhicule surgit à toute vitesse. Sans plaque d'immatriculation. Sans hésitation. L'impact fut violent. Jean fut projeté plusieurs mètres plus loin. Il s'écrasa lourdement sur le bitume, son corps inerte au milieu des cris horrifiés des passants. La voiture ne s'arrêta pas. Elle disparut dans le flot de circulation avant que quiconque ne puisse réagir. Les témoins accoururent, certains appelèrent les secours, d'autres tentèrent d'arrêter l'hémorragie. Mais c'était trop tard. Jean rendit son dernier souffle avant que l'ambulance n'arrive. Lorsque la police identifia le corps, elle chercha immédiatement un membre de la famille. Jean n'avait qu'une seule personne à contacter, Emmanuel. L'appel le trouva en pleine nuit. Il décrocha d'une voix ensommeillée. « Allô? Monsieur Emmanuel? Nous avons une mauvaise nouvelle. Votre frère Jean a été victime d'un accident de la route. » Emmanuel s'autorisa quelques secondes de silence avant de répondre d'une voix tremblante. « Mon frère, mort ?» Il s'effondra sur son lit, feignant le choc. « Nous avons besoin que vous veniez identifier le corps et organiser les funérailles. » Emmanuel se mordit l'intérieur de la joue. Il n'avait aucune intention de récupérer la dépouille. « J'arrive. » Mais au matin, il se contenta de prévenir les amis et connaissances de Jean. Il leur laissa le soin d'organiser l'enterrement, se déchargeant totalement de la responsabilité. Malgré cela, la rumeur commença à se propager. Les témoins de l'accident disaient tous la même chose, ce n'était pas un simple accident. La voiture avait foncé droit sur Jean, sans hésitation. Les murmures s'intensifièrent. Emmanuel comprit qu'il devait jouer la comédie. Le jour des funérailles, il se présenta vêtu de noir, le visage ravagé par des larmes feintes. Il pleura sans cesse, se roula dans la boue, se frappa la poitrine en criant au malheur. « Mon frère. Mon unique frère. Pourquoi es-tu parti ?» Il s'approcha du cercueil comme s'il voulait pleurer et parler à son frère pour la dernière fois, mais il se moqua de lui. « Tu vois à quel point tu es stupide. Moi je suis un homme, je sais sauter sur les occasions. Ton argent est à moi maintenant. » Il joua si bien son rôle que personne ne soupçonna rien. Mais dans l'ombre, la vérité continuait à avancer, implacable. Un mois passa. Emmanuel pensait que l'affaire était classée. Personne ne parlait plus de Jean, et lui continuait sa vie comme si de rien n'était. Jusqu'au jour où tout bascula. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il reçut un appel d'un numéro inconnu. « Qui est-ce » demanda-t-il en décrochant. « Ils nous ont arrêtés »
répondit une voix qu'il reconnut immédiatement. C'était l'un des hommes qu'il avait engagé pour tuer Jean. Le sang d'Emmanuel se glaça. Quoi? La police nous a chopés en plein cambriolage. Ils nous ont fait parler. On a tout balancé. Un bruit sourd résonna dans la tête d'Emmanuel. Espèce d'idiot. Pourquoi? Tu croyais quoi? Qu'on allait porter ça tout seul? L'homme raccrocha. Le téléphone glissa des mains d'Emmanuel. Il sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ils avaient parlé. La police allait venir le chercher. Il devait fuir. Il se précipita vers sa chambre, attrapa un sac et commença à y jeter ses affaires. Il lui fallait de l'argent, un billet pour quitter le pays au plus vite. C'est alors qu'il sentit un courant d'air glacé dans la pièce. Il se figea. Quelque chose n'allait pas. Lentement, il se retourna. Et son cœur manqua un battement. Jean se tenait là, debout, dans l'ombre. Ses vêtements étaient couverts de poussière, ses yeux brillaient d'une lueur spectrale. « C'est ta fin » murmura-t-il. Le cri d'Emmanuel se coinça dans sa gorge. Il recula brusquement, trébucha contre le bord du lit et s'effondra au sol. Il ferma les yeux une fraction de seconde. Quand il les rouvrit, Jean avait disparu. Mais un bruit attira son attention. Des sirènes de police. Elles se rapprochaient. Les sirènes se firent de plus en plus fortes. Emmanuel savait qu'il n'avait plus de temps. Ses jambes tremblaient, son esprit était en proie à la panique. Il se précipita vers la fenêtre et regarda en bas, son cœur battant la chamade. La rue était calme, mais il savait que la police n'était pas loin. Il courut vers la porte de l'immeuble, mais à peine l'eut-il ouverte qu'il aperçut une voiture de patrouille garée non loin. Il se figea, le sang glacé. Les agents étaient déjà dans l'immeuble. Il n'y avait pas de sortie. Son seul recours, c'était de fuir. Il monta à toute vitesse les escaliers, se rendant au toit. Il n'avait plus qu'une seule idée en tête, s'échapper avant qu'ils ne le capturent. Lorsqu'il arriva sur le toit, il se sentit pris au piège. Le vent fouettait son visage, et l'horizon semblait si lointain, presque irréel. Mais il savait qu'il devait sauter. Il n'avait plus le choix. Il se recula, prit son élan, et d'un coup de pied dans le vide, se lança dans l'inconnu. L'air semblait lourd autour de lui, comme un voile de ténèbres, tandis qu'il chutait vers le sol, incapable de tout contrôler. Il ferma les yeux, acceptant la fin qui s'approchait. Puis, le bruit assourdissant de l'impact. Emmanuel s'écrasa sur le béton, ses os brisés sous la violence de la chute. Le silence suivit, lourd et oppressant, alors qu'il gémissait de douleur, incapable de bouger. Les sirènes des policiers retentirent à nouveau, plus proches que jamais. Mais il n'y avait plus de fuite. Emmanuel mourut seul, au pied de l'immeuble. L'esprit torturé par son crime, rongé par la culpabilité, il ne parvint pas à échapper à la rétribution de ses actions. Le fantôme de Jean, sans pitié, avait eu raison de lui. Ainsi s'acheva l'histoire tragique des deux frères, dans les rues d'Abidjan, où la trahison et la soif de pouvoir ont mené à la destruction totale. Combien de personnes n'ont-ils pas vécu la triste histoire de Jean? Morale de l'histoire, ne faites pas totalement confiance aux gens, ils peuvent vous trahir.